Je suis Jean-Marc Sivière, le cofondateur et le responsable du développement d'UMI. Merci du temps que vous nous consacrez pour cette première pour nous. Ce Zoom en direct avec des partenaires locaux a été réfléchi il y a quelques semaines. Et en fait, donc, vous allez essuyer les plâtres parce que c'est une grande première. Il y a des petits problèmes techniques qu'on va essayer de résoudre au fur et à mesure. Donc, j'espère que tout va se passer pour le mieux. Alors, concernant la soirée, on a 3 équipes. On a une équipe technique qui est en Colombie, à Cali, l'équipe d'Impulso Verde. Ensuite, on a l'association El Chalguar, qui est à Ipiales, une autre zone en Colombie. Et enfin, je suis à Paris avec Antoine Gérinier, le responsable de Impulso Verde. Voilà, donc durant la soirée, vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat. On va noter les questions et on va les poser directement à l'association El Chalguar en fin de Zoom. Et peut-être qu'à ce moment-là aussi, vous aurez la possibilité de poser des questions. Mais si vous pensez les oublier, vous avez quelque chose d'important à dire, n'hésitez pas à le faire sur le chat. Donc, on vous remercie de votre temps et on vous remercie également de l'indulgence que vous allez avoir pour nous. Encore une fois, c'est une grande première. Alors, je vais vous donner quelques mots sur UMI, mais on va passer assez brièvement puisque l'idée, c'est de concentrer la soirée sur les bénéficiaires d'un projet en Colombie, donc l'association El Chalguar. Donc, UMI a été créée en décembre 2006. Nous intervenons aujourd'hui dans 6 pays, le Bénin, Madagascar, le Cambodge, l'Indonésie, la Colombie et le Nicaragua. Notre métier est de travailler à la protection de la biodiversité grâce au co-développement, c'est-à-dire que pour protéger une zone à forte biodiversité, par exemple une forêt remarquable, on va activer différents leviers que sont le développement économique, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation et la promotion et la sauvegarde du patrimoine culturel. Donc nous travaillons toujours avec des partenaires locaux. Là, en l'occurrence, en Colombie, c'est Impulso Verde. On n'est pas opérateur direct, mais on vient en soutien à des initiatives locales et on apporte des compétences. Et notre mission, en fait, c'est de travailler en réseau pour bonifier des projets. Donc, je vais transmettre la parole tout de suite à Antoine Gérinier qui va vous présenter Impulso Verde. Et puis ensuite, nous aurons le plaisir de discuter avec l'association El Chalguar. Merci à vous. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Et merci beaucoup, Jean-Marc. Et avant peut-être de présenter Impulso Verde, je tenais réellement à remercier UMI en général, Jean-Marc en particulier, pour l'appui dont on bénéficie grâce à UMI et pour le développement du programme de reforestation au sens très large, vous allez le voir, en Colombie avec les communautés Pasto. Ça fait déjà longtemps qu'on se connaît aussi avec UMI, même avant Impulso Verde, voilà. Donc c'est une longue histoire et qu'on est en train de renforcer et que grâce à vous, j'espère, on va pouvoir également renforcer encore plus. Voilà, donc Impulso Verde, c'est une ONG colombienne que nous avons créée il y a un peu plus de 2 ans à but non lucratif et qui se consacre et dont la mission en fait est de protéger la biodiversité et les forêts au sens très large du terme, en partenariat systématiquement avec les communautés paysannes et indigènes. Et pour ce faire, nous avons grosso modo trois axes de travail. Le premier, c'est la reforestation et la restauration, grâce tout d'abord à un réseau de pépinières communautaires qui permet de produire les arbres, et ensuite à l'identification de bénéficiaires de ces arbres qui vont planter les arbres et les entretenir pendant plusieurs années. Le deuxième volet, on va dire très important, c'est la création de filières vertes avec les communautés pour essayer de freiner en fait la déforestation et la destruction des écosystèmes par la transformation, par exemple, de plantes en produits cosmétiques ou alimentaires d'ailleurs, et l'apiculture communautaire, dont c'est le sujet aujourd'hui avec l'association El Chalguar. Le troisième volet est très très important à notre sens puisqu'il s'agit de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes, avec notamment deux chantiers, 2 projets que nous avons. Le premier, en bas à droite, que vous voyez, c'est Súmate al Bosque, donc rejoins la forêt.
C'est un événement, on va dire, de 10-15 jours qu'on a lancé pour la première fois à Cali cette année pour sensibiliser le plus de monde possible au travers d'ateliers virtuels et présentiels à l'importance de la biodiversité. Et le projet réellement phare qu'on lance cette année, c'est Mes Amis les Arbres, Mis Amigos los Árboles, au niveau national, en Colombie et bientôt en France. Voilà, donc je vais demander qu'on passe la page suivante, s'il vous plaît. Alors, je vais vous présenter rapidement, je pense que c'est important, un petit peu le contexte, notamment environnemental, écosystémique, hein, on dit un petit peu dans le jargon, du projet, avec finalement un écosystème qui est réellement, vous l'avez vu un petit peu rapidement dans la vidéo, qui est unique au monde. C'est un des écosystèmes montagnards les plus riches de la planète. On les appelle les paramos, et la Colombie a plus de la moitié des paramos au monde. Alors, ces paramos, ils sont situés entre 3000 et 4000 mètres d'altitude. Ils peuvent avoir des configurations un petit peu différentes, mais grosso modo, vous voyez, c'est une grosse éponge qui assure, enfin, on ne voit pas ici, mais en réalité, c'est vraiment un écosystème qui capte l'eau et l'humidité et qui va créer en Colombie les ruisseaux et les rivières. Il assure 60 à 70% donc, de l'eau potable en Colombie. Notre objectif, c'est donc de freiner malheureusement la destruction, c'est la page suivante, pardon Théo, la déforestation de la haute forêt andine et la destruction de ces paramos, parce que ce qu'on observe depuis plusieurs décennies maintenant, c'est malheureusement oui la destruction des paramos avec l'extension de la frontière agricole, des champs de pommes de terre par exemple, et l'élevage laitier. La page suivante, s'il vous plaît. Donc, en fait, il s'agit d'impliquer systématiquement les communautés dans le projet. C'est l'essence même du projet, on va dire. Le côté social est extrêmement important quant à la durabilité du projet de reforestation et de restauration. Donc, il s'agit de communautés pastos. Et pour que votre information, les pastos, ce sont des communautés indigènes qui sont contemporaines des Incas et qui, à l'époque de la conquête espagnole, sont remontées haut dans les montagnes et ont conservé, on va dire, des us et coutumes, comme vous allez le voir, puisque El Chalhuar, c'est une des associations, des rares associations qui se focalisent également sur le maintien de cette culture. Alors, très rapidement, pourquoi et où nous plantons ? Si je vous dis tout ça, c'est parce que El Chalhuar, l'objectif d'El Chalhuar, c'est d'intégrer le réseau de pépinières avec Impulso Verde et UMI. Et donc, là, je vous présente un petit peu le projet qu'attend El Chalhuar, au même titre que les autres associations qui sont déjà dans le programme. Donc, nous plantons des arbres systématiquement pour protéger la biodiversité, on va dire, mais essentiellement pour protéger la ressource hydrique. Soit nous plantons, comme vous le voyez sur les photos, en haies vives, un petit peu le bocage normand en France, avec des petits producteurs, soit sur des bassins versants, c'est-à-dire qu'on replante des forêts avec les petites entreprises de gestion d'eau ou les mairies. Un point important également qu'on va pouvoir mettre en place grâce à OMI, c'est prévu à la fin de l'année normalement, si tout va bien, c'est la présence d'un écologue, Vincent, qui va nous rejoindre pour une compétence que nous n'avons pas, mais qui est le cœur, une des activités de OMI, à savoir le biomonitoring et essayer de mesurer l'impact du programme sur, on va dire, le retour de la biodiversité. Alors, chaque bénéficiaire, c'est important aussi de le savoir, reçoit gratuitement des arbres grâce aux mécènes, puisque finalement, les arbres sont financés par la mécène, donc les pépinières sont financées par les mécènes, ce qui permet d'offrir des arbres à des bénéficiaires. Et les bénéficiaires s'engagent, ils signent un acte d'engagement, que ce soit une société de gestion d'eau, une petite, ce sont des petites entreprises, toutes petites, ou le petit producteur. Et ils s'engagent évidemment à faire le trou, à planter l'arbre et à le maintenir. Alors, tous les arbres sont systématiquement géolocalisés et ils sont géolocalisés par les associations. C'est-à-dire que l'association El Chalhuar sera amenée à géolocaliser les arbres qu'elle a remis gratuitement à des bénéficiaires et qui se sont engagés à les planter. Donc, c'est une formation évidemment à la géolocalisation. Donc, l'idée évidemment, c'est de former le réseau de pépinières d'un point de vue technique avec un plan de formation par pépinière.
Voilà, donc il y a plusieurs attributs, on appelle ça les attributs, plusieurs informations sur chaque parcelle, et chaque mécène, à la fin de l'année, peut visualiser les plantations qu'il a permis en fait de planter, avec des photos également par plantation, par parcelle. Voilà, donc le réseau de pépinières rapidement dans lequel va s'intégrer El Chalguar, c'est un réseau constitué actuellement de 7 associations communautaires qui représentent environ 150 familles et qui a une capacité de production de 300 000 arbres pour le moment, avec une cinquantaine d'espèces endémiques ou natives. Voilà, donc l'objectif, c'est bien de replanter des arbres qui sont natifs pour protéger la ressource en eau, si on le dit en quelques mots. Le rôle d'Impulso Verde et d'Oumi et de nos mécènes, en réalité, quel est-il? Il est de construire les pépinières, comme vous voyez en haut à droite ici, lorsqu'il n'y a pas de pépinière. Évidemment, de former du coup la communauté pour reproduire les espèces natives. Il est de distribuer au cours de l'année, lorsqu'on en a besoin, du matériel et des outils, lorsque le budget le permet. De former, comme je vous le disais, pas seulement des modules techniques pour la reproduction des arbres, mais également des modules de comptabilité, de gouvernance. En réalité, chaque année, donc l'association, les associations font part de leurs desiderata en termes de formation et nous essayons, dans la mesure du possible, de trouver des experts si nous n'avons pas l'expertise. Nous avons également un pack de connectivité qu'on a déployé en réalité pendant la pandémie. Vous vous en doutez, on s'est aperçu que beaucoup d'associations étaient vraiment isolées. Donc désormais, il y a un pack de connectivité, c'est-à-dire qu'on paye tous les mois Internet à chaque pépinière pour pouvoir assister, si besoin est, à des formations en ligne. Il y a également le sujet de la certification. Donc tout ça, en fait, c'est une question de professionnalisation et de reconnaissance des pépinières, parce que l'objectif n'est pas de travailler uniquement, on va dire, avec Impulso Verde au sens large, Oumi et nos mécènes, sinon également de vendre en fait ces arbres à d'autres clients, on va dire, de ces pépinières. Donc ils deviennent de plus en plus autonomes. Et nous finançons les arbres, mais au-delà du financement pur des arbres, grâce aux mécènes encore une fois, nous apportons une aide économique pour justement la supervision des plantations et la géolocalisation. Alors, la page suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, actuellement, donc, on peut visualiser les 7 associations. Donc là, on est au sud de la Colombie. Je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure. Donc, on est au sud de la Colombie, tout près de l'équateur. Nous avons donc 7 associations qui sont bien réparties sur le territoire. Nous voyons ici le paramo de la Parra Blanca. Je ne sais pas si vous voyez ici au centre. Et nous allons donc avoir, dans les semaines qui viennent, ou mois, une nouvelle pépinière grâce à l'intégration de l'association El Chalguar dans le réseau de pépinières. L'objectif, évidemment, face à l'urgence climatique et qu'on a tous en tête et qu'on entend chaque jour aux infos, c'est d'accélérer le mouvement, on va dire, et d'accélérer la restauration et la préservation des écosystèmes. Donc, étendre le programme. Alors, au-delà donc de cette activité centrale qui est la production d'espèces natives et la reforestation, comme je vous le disais en introduction, il y a des activités extrêmement importantes également à développer selon les desiderata des associations. En l'occurrence, El Chalguar nous a demandé s'il pouvait développer l'apiculture communautaire. Alors, c'est un axe très important, bien sûr. Comme dans le monde entier, les abeilles sont en voie de disparition, en Colombie également, notamment dans cette région où l'utilisation des pesticides, voilà, c'est très, très, très développé pour les pommes de terre et vous en doutez, toutes les cultures. Donc, le projet consiste en l'achat de ruches et des colonies avec la reine. Voilà, parce qu'en fait, on achète une colonie avec la reine ou une ruche vide. Donc, nous, on a fait le choix d'acheter la totalité. Mais sachez également que sur les autres associations avec lesquelles on travaille, d'où viennent les photos, notamment ici, on a également fait le choix, enfin, les associations ont fait le choix, avec l'apiculteur qui nous accompagne, de faire des, on va dire, lorsqu'il y a des nids d'abeilles qui sont repérés et que la plupart des gens veulent les brûler, alors je ne trouve plus le mot en français, mais de les secourir, voilà. Donc on achète également des ruches vides, comme vous le voyez en bas sur la photo à gauche, pour voilà, assurer le secours des nids d'abeilles. Certaines associations ont déjà bien développé
leur rucher et produisent d'ores et déjà du miel. Donc là, vous voyez ici, par exemple, une centrifugeuse. Bon, là, c'est un enfumoir. Et puis en bas à droite, c'est les premières récoltes de miel qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Donc, ça porte ses fruits, ça assure évidemment des revenus aux familles. Voilà, alors je vais peut-être maintenant laisser la parole. C'est quand même l'objectif de notre conférence ce soir, de notre échange. La parole à l'association El Chalguar, que nous connaissons maintenant bien. Et je vais laisser la parole à Don Guillermo, qui est le président de l'association, mais peut-être qu'auparavant, ils vont se présenter rapidement. Dejo la palabra. Oui, alors je vais faire la traduction, évidemment, au fur et à mesure. Don Guillermo y todos los socios de la asociación, muy buenos días, buenas tardes. ¿Nos escuchan bien? Listo. Nosotros no les escuchamos porque el micrófono aparentemente está apagado. ¿No? No, sí está prendido. Allá. Sí está prendido. ¿No se escucha? Sí, perfecto. Disculpen. Yo tenía mi... Bueno, ¿se pueden presentar? Buenas tardes. Yo me presento Rosario Chapués, pertenezco a la asociación del Chalguar. Bonjour, je m'appelle Rosario Chapués, j'appartiens à l'association El Chalguar. Con Fabio. Buenas tardes, mi nombre es Fabio Escobar, soy uno de los pioneros de la asociación El Chalguar, preocupado por el rescate cultural y ancestral y ambiental de nuestra comunidad. Bonjour, je m'appelle Fabio Chavez, je suis un des pionniers de l'association El Chalguar et très préoccupé par le maintien de la culture, non seulement culturelle, on va dire au sens large, mais également de notre environnement, de notre nature. Buenas tardes, mi nombre es Hermelinda Usamán, pertenezco a la asociación El Chalguar. Me interesa lo religioso, lo cultural, lo ecológico y ojalá nos colaboren todo. Bonjour, je m'appelle Linda, ¿cómo? Hermelinda Usamán. Disculpen, si c'est bien. Hermelinda Usamán, de l'association El Chalguar. Et je suis également préoccupé, enfin, ce qui m'intéresse, l'aspect naturel et évidemment naturel, la nature, écologique. Gracias. Mi nombre es Miriam Chitán, pertenezco a la asociación El Chalguar y me interesa la capicultura también. Bonjour, je m'appelle Vivia Chitan et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'apiculture. Gracias. Guillermo Arevalo Hernández, soy el presidente de la asociación El Chalguar. Bonjour, je m'appelle Guillermo Arevalo Hernández et je suis le président de l'association El Chalguar. Hola, mi nombre es Marta Cepeda y pertenezco al Museo El Chalguar. Muy pronto nos veremos otra vez. En vivo y en directo. No escuché el final. No escucho, de nuevo. Muy pronto nos volveremos a encontrar. ¿Mi nombre? Sí, ya Marta Cepeda. Sí, claro. Marta, claro. Je suis Marta Cepeda. Donc j'appartiens à l'association El Chalguar et nous allons nous voir bientôt, j'espère. Gracias. Mi nombre es Iván Ceballos, soy participante de la asociación El Chalguar y la preocupación es el cuidado y protección del medio ambiente, sobre todo que se está expandiendo la frontera agrícola. Ojalá podamos cultivar sistemas agroecológicos. Muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Disculpe, no escuché bien. Nombre. Iván Ceballos Usamán.
D'accord. Très bien. Et voilà, c'est la première fois que je vois le monsieur. Mais donc, ce qu'a dit monsieur, c'est qu'il est très préoccupé également par l'écologie, par l'environnement, et il espère pouvoir rapidement apprendre à cultiver de façon écologique, avec des systèmes agroécologiques. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Chitán, médico tradicional de la Asociación del Chalhuar, manejando las plantas medicinales para el cuidado del territorio, la vida, el medio ambiente. Donc, je m'appelle Alexander Chitán et je suis médecin ancestral. Je cultive les plantes médicinales pour la protection du territoire et de la culture pastorale. Muchas gracias. Señor. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Usamá. Soy concejal aquí del municipio de Pupiales, estoy respaldando a la Asociación del Chalhuar. Lo que esté a mi alcance es para trabajar para el beneficio de un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Donc, je m'appelle Guillermo Hernandez et je suis également conseiller municipal. Donc, j'appartiens à l'association de Chalhuar. Je suis également conseiller municipal. Et identique à mes compagnons, je veux faire attention à l'environnement. Voilà. Et muchísimas gracias por esta presentación. Merci beaucoup pour cette présentation. Vamos a pasar entonces, don Guillermo, si usted puede pasar adelante para empezar la presentación. Muchas gracias. Don Guillermo, qui est le président de l'association, va commencer par nous présenter. Donc, ils ont fait une présentation. On l'a simplement traduite en français. Et voilà, donc on va écouter Don Guillermo Arévalo Hernández. Pupiales está ubicado al sur del departamento de Nariño, en la cordillera de los Andes. Alors, le village de Pupiales est localisé au sud de la cordillère des Andes, au sud du département du Nariño. Voilà, comme je l'ai dit, qui colle en fait à la frontière équatorienne. Cuenta con una biodiversidad propia del páramo andino. Tenemos una joya andina que es el páramo. Donc, ils ont ce qu'ils appellent un bijou qui s'appelle le páramo de la Parra Blanca. Donc, Parra Blanca en espagnol, c'est la paille blanche. Et ils considèrent que ce páramo possède une très grande biodiversité. Pupiales es declarado patrimonio cultural a nivel de Colombia en el año 1975. Donc, le páramo de la Parra Blanca a été déclaré patrimoine national, c'est ce qu'on peut lire, hein, et réserve archéologique. Voilà, archéologique depuis 1975. La actividad económica es la agricultura, la ganadería y siembra en minifundio, principalmente el cultivo de papa y arveja. Okay, donc l'activité économique, c'est l'agriculture, l'élevage, le petit élevage en fait, avec essentiellement la culture de la pomme de terre et des petits pois dans cette région. Et d'ailleurs, Pupiales, j'ajoute juste un petit Pupiales, c'est donc plutôt focalisé sur l'agriculture que sur l'élevage. Voilà. Puede leer, puede dar más información que lo que está escrito, si quiere. Lo escuchamos. El páramo de la Paja Blanca es una joya, una estrella hídrica que está en vías de extinción por la tala y la reforestación de árboles. Donc le páramo de la Parra Blanca, c'est stratégique, mais malheureusement est en voie de disparition à cause notamment de l'élagage du bois, en fait, hein, des forêts, par les paysans. La asociación está en preocupación porque el páramo está en peligro.
Donc l'association est réellement, a réellement peur de voir disparaître le paramo. Donc il va nous dire voilà pourquoi ils se sont constitués notamment. C'est Don Guillermo. La asociación del Museo Charguar queda ubicado en la vereda Inchuchala, al sur del municipio de Pupiales. L'association Musée communautaire El Charguar est localisée dans le hameau Inchuchala du village de Pupiales. Charguar significa para nosotros, nuestra comunidad, un lugar sagrado que es el nacimiento de agua, de los humedales donde corre el agua. Pour notre communauté, El Charguar, c'est un mot sacré, un nom sacré, qui signifie là où naît l'eau, là où l'eau court. Doña Marta, creo. La Asociación Comunitaria El Charguar, ubicado en la vereda Inchuchala, es un emprendimiento rural, patrimonio y cultural. Si, donc la communauté, en fait, l'association El Charguar, c'est une organisation réellement paysanne, rurale, qui cherche à sauvegarder le patrimoine. La asociación está preocupado por rescatar nuestros hallazgos arqueológicos, también como los ritos ancestrales, nuestras artesanías, nuestra música ancestral. Donc l'association tente de préserver tout ce qui est artisanat, les musiques ancestrales également, les chants et les musiques, les danses. Es el mapa de la vereda Inchuchala. Là, on voit le plan en fait du hameau Inchuchala. Los punticos blancos es la ubicación de las viviendas de los integrantes del museo. Les points blancs que vous voyez ici sont les maisons de l'association El Charguar. Lo demás que miramos ahí son predios de la vereda y también es un turismo rural comunitario que comprende. Et nous voyons également les champs qui sont dessinés, pas uniquement des membres de l'association, mais des habitants du hameau. Et le tourisme rural communautaire qui est proposé par l'association El Charguar est composé de différents modules, on va voir juste après. Trabajamos también con un museo arqueológico, un museo comunitario. Donc il y a le musée, il y a le musée communautaire pour le tourisme archéologique. Un turismo religioso, también tenemos el templo que es muy bonito, que es nuestro patrono Sagrado Corazón de Jesús, y una capilla pequeña ancestral del Señor de los Milagros, y está. D'accord. Donc il y a également le tourisme religieux. Alors la Colombie est un pays, je fais un petit aparté, mais très très religieux et catholique. Donc où en fait on mélange un petit peu les traditions également avec la religion catholique. Donc voilà, ils ont un temple. Un temple, c'est une église du Sacré-Cœur qu'on voit au fond à gauche, et une chapelle ancestrale du Seigneur des Miracles. También tenemos el turismo de la naturaleza, un sendero del museo también, que es el sendero de los duendes. Donc ils ont un tourisme aussi naturel avec des sentiers naturels, comme ils disent, donc, dans lesquels ils racontent un petit peu les légendes. Madame Marta a dit les duendes. En fait, ce sont des esprits auxquels croient beaucoup de Colombiens en général, d'ailleurs, pas uniquement, un peu partout en Colombie, donc pour raconter un peu les légendes. Trabajamos con el turismo agroecológico. El turismo agroecológico es demostrativa con una finca demostrativa y se llama Miraflores.
Donc, ils ont également une ferme de démonstration pour l'agroécotourisme, pour essayer un petit peu de conscientiser les habitants aux alentours et ceux qui viennent visiter le hameau. Y usted no habló del turismo gastronómico, ¿no? Gastronómico también me faltó. Pero también es el gastronómico con comidas típicas. Tenemos el restaurante, se llama la Casa de las Flores. Et ils ont également un restaurant pour le tourisme. Donc, ils essaient d'embrasser un petit peu l'offre complète qui peut s'offrir aux touristes. En la granja agroecoturismo también tenemos la demostrativa que les dijimos. Y aproximadamente tenemos el vivero de plantas nativas y la apicultura. También queremos conservarlo y ojalá nos aprueben el proyecto del vivero para así reforestar nuestros nacimientos de agua y poder cultivar más. Et donc, bientôt, ils espèrent une pépinière si on arrive ils disent à pouvoir collecter, donc pour avoir une pépinière de plantes natives et l'apiculture. La pépinière, pour eux, c'est aussi important pour, elle le rappelle, planter et protéger la ressource en eau et pouvoir, parce qu'elle manque aussi là-bas dans ce hameau, et pouvoir cultiver plus. La Asociación El Chaguar ha venido adelantando desarrollos de reforestación conjuntamente con Impulso Verde y jóvenes en nuestras fincas. Donc, l'association El Chaguar, et pour la petite histoire, c'est comme ça que nous nous sommes connus, a organisé des journées de plantation, on appelle ça des mingas, sur place. Donc, les mingas sont des journées communautaires, donc tout le monde se regroupe pour travailler. En l'occurrence, il s'agit de plantations d'arbres donc natifs qui venaient du réseau de pépinières Impulso Verde. Et donc, voilà. Donc là, vous voyez également quelqu'un qui se fait un petit peu harmoniser, on va dire. Donc, il y a toujours cette présence des us et coutumes et des traditions. Bon, là, vous avez compris que je n'ai pas traduit tout ce qu'a dit Don Guillermo. Si, Don Guillermo, lo escucho. La asociación El Chaguar estamos muy comprometidos en la construcción de un vivero. Es urgente la construcción debido a la reforestación. Alors, para conservar especies nativas. Alors, l'association El Chaguar est très, très motivée et engagée pour la construction d'une nouvelle pépinière. C'est urgent pour notamment la reforestation et la préservation des plantes, c'est-à-dire des arbres natifs. La Asociación El Chaguar está desarrollando un proyecto de agroturismo. Por tal razón, miramos que las abejas cumplen un papel importantísimo dentro de la naturaleza. Dans le cadre du développement de notre projet agrotouristique, nous savions et nous nous sommes rendus compte que les abeilles ont un rôle essentiel pour évidemment le maintien de la nature. Las abejas son unos insectos que polinizan plantas y flores. Por tal razón, como asociación necesitamos construir unos apícolas, apiarios en nuestra comunidad para la miel y el polen. Les abeilles assurent la pollinisation comme des plantes et de la majorité des plantes et des arbres. Et nous avons absolument besoin dans notre environnement pour assurer non seulement donc, la pollinisation, mais également la production de miel et de pollen pour des revenus pour les familles. Como asociación El Chaguar, muy agradecidos, necesitaríamos que de verdad nos apoyen en estos proyectos ambientales. Et en tant qu'association El Chaguar, nous vous remercions beaucoup. Et en réalité, oui, nous avons vraiment besoin que vous nous appuyiez pour pouvoir développer ces projets environnementaux. Muchas gracias, Don Guillermo.
No sé si quiere agregar algo antes de las preguntas y respuestas. El Charguar está con las puertas abiertas. Los invitamos a que conozcan nuestro territorio, nuestra comunidad y nuestro municipio. Bienvenidos. L'association El Jaguar vous ouvre les portes et vous attend les bras ouverts, les portes ouvertes, pour venir visiter notre région, notre territoire et voilà, passer du temps ensemble. Muchísimas gracias, Don Guillermo. Merci beaucoup, Don Guillermo, por votre présentation. Vamos a pasar a unas preguntas y respuestas, Don Guillermo y Marta y toda la asociación. Oui, c'est bon. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'abord pour la présentation, c'est super intéressant. Je parle pas assez bien espagnol, donc je laisserai traduire aussi, mais je voulais en savoir un peu plus sur les espèces que vous devez protéger sur place, quelles sont-elles, et voilà. Et puis aussi, est-ce que vous avez constaté sur les dernières années là que ça se dégradait vraiment, ou enfin voilà, quelle est votre perception un peu de la dégradation de l'environnement localement, quoi. Voilà. D'accord. Tu peux faire la traduction directement avec Chalguar. Oui. En fait, je te laisse la main. Merci pour la question. Ok, du coup, j'ai remis mon... Don Guillermo, Doña Marta o Don Fabio, o bueno, a toda la asociación, es una pregunta para ustedes también. La persona que se llama Gilda está preguntando por las especies que se siembran o que se cultivan primero. ¿Cuáles son más o menos? De pronto ustedes pueden contestar con qué tipo de árboles, ¿sí? ¿Qué funciones, por ejemplo, qué papel tienen estas especies que quieren reproducir en el vivero? Y segunda pregunta, si ustedes realmente notaron un cambio en la degradación del medio ambiente en estos últimos años. Les dejo la palabra para que puedan contestar. Don Fabio. Vamos a responder la segunda pregunta. La primera la va a responder don Guillermo. La segunda pregunta, que si hemos notado el cambio, por supuesto que se nota el cambio, porque cuando se sembraba cultivos de arveja en el municipio de Pupiales, en la parte de arriba no daba arveja, solo cáscara, pero ahora debido al cambio climático, ahora en la más altitud ya está dando arveja porque se ha elevado un poco la temperatura. Entonces, por supuesto que nos damos cuenta que está influenciando mucho el cambio climático. Donc en fait, ce que dit Don Fabio, c'est qu'il va répondre à la deuxième question, et la première, il va la laisser pour Don Guillermo. Concernant la deuxième question, Gilda, donc en fait, il dit évidemment qu'on a noté le changement, notamment l'augmentation de la température. Auparavant, je me souviens que quand on cultivait les petits pois à notre altitude, on récoltait uniquement la cosse. Et maintenant, avec le changement de température et qui a augmenté légèrement, on fait des bonnes récoltes de petits pois, par exemple. Bon, c'est un indicateur qui a frappé. Las especies que nosotros queremos tener en nuestro vivero son bundé, aliso, sauco, arrayán, pumamaque, laurel, encino, pandala y otros arbustos, chilca negra, chilca amarilla, espina, sancia, son plantas nativas de nuestra región y para que ayuden a mitigar el agua, o sea,
y conservar el agua y que no haya tala de bosque, porque estamos perdiendo algunas nativas que están en peligro de extinción, que duran para crecer. En un año crecen 1 centímetro, como es el arrayán. Son demorosísimos, entonces para nosotros es una pena mirar que se tale el bosque andino para el carbón o para cocinar. Ok, gracias. Voy a traduire. Donc Gilles, hein, je crois bien. Donc là, Don Guillermo nous a fait une liste d'espèces qu'on connaît bien, nous aussi, enfin dans le réseau, voilà, sur les espèces natives de la région. Donc il a cité le pundé, l'aliso. Alors l'aliso, par exemple, c'est l'aulne, mais c'est l'aulne andin, celui-ci. Et c'est l'aulne qu'on connaît en France. Le saoco, c'est le sureau. Voilà. Mais pareil, l'arayan, c'est réellement de là-bas. Le pumamaqué, le tilo, le pandala, le tuca, enfin, il y a toute une liste qui, évidemment, il n'a pas comme ça tout en tête. Mais ce sont des arbres, dit-il, qui sont là pour protéger la ressource en eau, encore une fois, et des arbres endémiques ou natifs, c'est-à-dire qui poussent lentement, très lentement. Il a cité l'arayan qui pousse 1 centimètre par an, par exemple. Donc, ce sont des arbres qui, dans la pépinière, grandissent, mais lentement. Alors, évidemment, ça dépend des espèces. Et il a fini par dire également que, en fait, c'était vraiment dommage et que c'était triste de voir qu'il n'arrêtait pas, enfin, c'est-à-dire les communautés environnantes, hein, de couper les arbres et la forêt alto-andine pour faire du charbon de bois pour cuisiner, par exemple. Merci, Don Guillermo. Gracias. Merci, gracias. Oui, alors on a une autre question à travers le chat. Donc si vous voulez envoyer une question, c'est en bas sur la barre. Il y a un petit logo discuter. Vous pouvez questionner à ce niveau-là. Alors la question est, pour El Chalguar, comment le contexte politique impacte le travail d'El Chalguar sur le terrain? Je suppose que c'est le contexte politique local qu'on connaît en Colombie. Ok, peut-être qu'on aurait pu avoir une petite précision sur le contexte politique, sous-entendu ou imaginé. Bon, mais il y a pas, c'est une question écrite. Bon, c'est une question écrite. Okay. Je suppose que c'est lié au FARC. D'accord. Bon. Je prends là. Ok. Alors, Don Guillermo, bueno, toda la asociación, una pregunta de una persona, ¿cómo el contexto político local impacta, pues primero, si impacta o no, ¿cómo es? Le travail ou... oui, le travail, directement leur action, en fait. Su trabajo, su vida cotidiana, pues las acciones que ustedes llevan a cabo. No sé si escucharon bien la pregunta. ¿No están? Ils ne sont plus là, non? Si, ils sont là. Mais il y a un problème de connexion, visiblement. C'est la question qu'il ne fallait pas poser. En attendant... Oui, moi, j'ai une petite question. Comment les communautés voisines perçoivent le travail d'El Chalguar sur place? Est-ce qu'elles le voient comme quelque chose de restrictif pour elles? Est-ce qu'il y a une adhésion ou, voilà, comment ça se passe? Ok, donc ça c'est une question qu'on leur pose à eux. Oui. Et on me confirme qu'il y a un petit problème de connexion sur place. Pour information, ce matin, donc en Colombie, cet après-midi pour nous, il y avait une coupure d'électricité dans toute la région. Donc on a même cru que ce serait un peu plus compliqué. Donc peut-être que c'est ce qui s'est passé, on va avoir des nouvelles très vite. Il y a une question de Brigitte. D'accord. Alors on va noter les questions. La question, voilà, parce que je n'ai pas me souvenir de toutes ces... C'est bon, je note. Mais... Alors, Brigitte, alors, voilà. Oui, moi, je voulais savoir si, compte tenu que c'est reconnu patrimoine national là, depuis 1975 par le gouvernement, quelles sont les mesures? Alors, je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de mesures particulières, mais est-ce que quand même l'État fait quelque chose ou quelle est la réglementation autour de ces
sites patrimoine, enfin, quel est le support de l'État. Okay. Merci. En tout cas, merci. C'est dommage qu'ils n'entendent pas parce que merci pour leur présentation. Très bien, mais je pense qu'ils vont revenir. On va se connecter avec un téléphone sinon. Ah ben voilà, voilà, pardon, ils sont là. Donc on a 3 questions. Alors, pues don Guillermo, don Fabio, doña Marta, pues todos, ¿nos escuchan bien? Sí. Yo repito la primera pregunta, pero ya tenemos 2 más. Entonces, si el contexto político local impacta o no y de qué manera las acciones de ustedes, de su comunidad. Bueno, le responderé esa pregunta si impacta porque cuando las administraciones locales no tienen en buen estado nuestras vías, es muy difícil para un campesino que vive alejado sacar sus pocos productos que cultiva en poco tiempo y en buen estado. Oui, il dit que ça impacte évidemment lorsque les administrations locales, donc là il fait allusion à la mairie par exemple, aux mairies, n'ont pas les moyens ou ne veulent pas mettre les moyens pour améliorer les routes par exemple, eh bien les petits paysans qu'ils sont ont beaucoup de difficultés à sortir le peu de produits qu'ils produisent pour les vendre sur les marchés. Voilà. Donc la question voilà, lui a fait penser à ça. Je ne sais pas si la question était plus orientée, contexte un peu plus sécuritaire, etc. Alors, je vais poser la deuxième question. Voy a preguntar la segunda pregunta. ¿Cómo las comunidades vecinas ven sus acciones, las acciones del Jaguar? Los proyectos que ustedes llevan a cabo. ¿Cómo ellas lo ven? ¿Cómo lo veían? ¿Cómo lo ven ahora? Etcétera. Pues en el desarrollo de este proceso del Jaguar hemos sido un buen ejemplo para las otras comunidades, porque por medio de la organización comunitaria hemos rescatado y fortalecido primero nuestra cultura, nuestro arraigo al territorio, y hemos empezado a descubrir que cuidando la tierra, cuidando el bosque, cuidando la espiritualidad de los sitios sagrados, se conserva la vida. Y entonces hemos dado un buen ejemplo para las comunidades para que no siempre los cultivos extensivos son conservación y bien vivir. Más bien el cuidado de la madre tierra también es una alternativa de sustento. El cuidado de la madre tierra también es una alternativa de estar bien, tanto en los hogares, en las familias, como en las comunidades, porque cuando cuidamos el bosque, cuando cuidamos la tierra, también hay bienestar en la comunidad. Hay agua, hay vida silvestre y hay tranquilidad en las familias. Y con esto, pues, por lo menos mantenemos con agua los arroyos, con agua todos los espacios verdes, pues, que requieren la vida. No solo es todo lo que se puede cultivar, pero también el bosque es parte de la vida nuestra. Muchas gracias, don Alexander. Donc, je vais traduire. Les actions menées, les projets menés par l'association El Jaguar sont considérés comme un exemple pour les autres communautés environnantes. C'est un exemple en termes pour la culture, parce qu'ils sont aperçus finalement qu'ils avaient une culture beaucoup plus aboutis qu'ils ne le pensaient, puisque eux ont permis justement de mettre en valeur cette culture. Et également au niveau de l'ancrage territorial, et que l'attention portée à la forêt, portée également aux rivières, aux ruisseaux, permet de conserver la vie. Les cultures intensives, alors là c'est plutôt dans le bon terme, dans le bon sens du terme, permettent de bien vivre, et que faire attention à la madre tierra, donc à la terre-mère, c'est une alternative tout à fait possible pour être bien. Voilà, donc c'est faire attention à la terre,
encore une fois, la répéter à la forêt, aux rivières, etc., c'est être bien, se sentir bien, pour le bien-être de tous. Voilà, ça me fait penser un petit peu d'ailleurs, comment on appelle ça en français, au slogan là, de Oumi, n'est-ce pas? Préserver la biodiversité et les hommes. Voilà. Muchas gracias, don Alexander. Troisième question, après on en posera une. Ok. Alors, tercera pregunta, une troisième question. ¿Cuál es el papel del Estado en la conservación del patrimonio mundial, ya que declararon el sitio arqueológico de Inchuchura como patrimonio nacional en 1975? ¿Cuál es realmente la acción o el soporte del Estado? ¿O cuál fue? Je parle la question sur le patrimoine. A raíz de unos hallazgos arqueológicos encontrados en una vereda cercana a la nuestra que se llama Miraflores, se dio un auge bastante grande por el encuentro de piezas arqueológicas en oro. Entonces, la gente venía de otras partes a buscar ese tesoro y a saquearlo, digámoslo así. Entonces, el Estado intervino para la declaratoria de conservación del patrimonio cultural y ancestral, entonces para que no tocaran más las tumbas que aún existen en nuestros territorios. Okay. Listo. Pero en sí... Don Fabio, voy a traducir y después sigue. Sí, por favor. Brigitte, je crois la question. Donc, en fait, on a découvert, il y a quelques dizaines d'années, une tombe en particulier près de Miraflores, à un mot, tout près de Inchuchala, avec des pièces archéologiques, notamment en or. Et donc, ça a été la ruée vers l'or. Nous, on a visité le musée, on a vu le petit film qu'ils ont fait qui est très, très intéressant. Et effectivement, il y a des centaines de gens qui sont venus pour saccager, dit-il, les tombes et sortir l'or. Et voilà. Donc là, l'État, à un moment donné, le rôle de l'État a été d'interdire et de stopper en fait ce saccage et de conserver ce patrimoine culturel et archéologique. Donc ça a été un fait, voilà, ça ils sont clairs là-dessus, et de ne plus du tout, voilà, de ne plus y toucher. Don Guillermo, don Fabio. Pero en sí, apoyo del Estado por la situación de los hallazgos y eso no se ha tenido. O sea, solo la declaración como patrimonio, pero apoyos a las comunidades o así no. Nosotros nos hemos preocupado aquí como asociación, como sintiendo el territorio, a rescatar nuestra cultura y por lo tanto organizamos el museo y hemos hecho turismo con el museo y agroecológico y toda esa situación. Pero preocupándonos nosotros como personas, no como el Estado que nos trate de ayudar. Muchas gracias. Donc, Don Fabio complète un peu la réponse en expliquant qu'à part la déclaration, qui a quand même fonctionné, il n'y a eu aucune aide de l'État depuis, et ce sont eux en fait qui se sont mobilisés pour, par exemple, construire le petit musée et chercher les fonds nécessaires ou de leurs propres fonds quand ils pouvaient, voilà, construire ce tourisme agroécologique en démarrant par le musée. D'ailleurs, El Chalguar, hein, je vous rappelle juste, c'est le musée communautaire, enfin le sous-titre du nom de l'association. Ok. J'ai une petite question, juste un petit détail sur le développement de l'apiculture. Là-bas, on est sur des abeilles endémiques. Je crois que c'est l'Angelitas ou un truc comme ça, c'est des petites abeilles. C'est le principe. Est-ce qu'on reste sur quelque chose de très local, d'endémique? Et une question sous-jacente aussi, quel type d'apiculture El Chalguar veut développer? Est-ce que c'est une apiculture qui est, j'imagine, respectueuse de l'abeille, ou est-ce que c'est d'abord productiviste pour obtenir un revenu
suite à l'obtention du miel. Voilà. Alors, on va répondre à cette question. Ensuite, on en prendra une dernière. Et comme il est 20 h, on clôturera après la dernière question. Je redonne la parole à Antoine. Ok, donc je vais poser la question à l'associación Chalhuar et je compléterai au besoin. La pregunta siguiente es con respecto a las abejas, si se trata de apicultura con abejas endémicas, nativas, o de abejas para producir miel y polinizar y ya. La pregunta es más sobre la especie de abejas, ¿no? Bueno, sabemos que son apis mellifera, o sea que les dejo contestar de pronto y yo completo si quieren. Nosotros como asociación queremos es con las abejas nativas porque ya conocen nuestro territorio, ya están adaptadas a nuestro ambiente, a nuestro clima y la aclimatación es favorable en nuestro territorio. Ok, donc là, la réponse de Don Guillermo, je vais la compléter après, mais c'est de dire ce sont les abeilles natives de notre territoire, ce sont celles qui se trouvent sur notre territoire. Voilà. Ils connaissent notre territoire. Alors, il a raison dans un sens, mais je pense que c'est pas la réponse par rapport au terme qu'on emploie endémique, hein, notamment, ou native. Alors, pour compléter, en fait, ce sont des abeilles, c'est Apis mellifera, qui sont africanisées. Il se trouve que nous, on a déjà fait l'essai avec des espèces européennes. Alors, peut-être comme pour démarrer, il se trouve que les abeilles Apis mellifera en Amérique, elles sont venues un jour du Brésil dans les années 60 par un chercheur qui a voulu faire un croisement entre les abeilles très productives africaines qui sont aussi très agressives et les abeilles voilà, qui sont plus sympas, européennes, mais moins productives. Et puis, elles sont parties de la ruche et elles ont envahi le continent. Donc, peut-être qu'ils ne le savent pas, hein, c'est pour ça que je précise. Ça fait partie d'ailleurs de la formation qu'il aurait donnée. Parce que c'est intéressant pour l'expliquer, ça aussi dans leur agrotourisme. Alors, donc ces abeilles, en fait, à 3000 mètres, il n'y a pas d'autres abeilles, à part les abeilles solitaires, hein, bien sûr, mais d'abeilles sociales, il n'y a pas d'abeilles sociales comme on peut l'avoir sur d'autres projets. Et où on y connaît, puisque dans les Farallones de Calice, précis à 1000 mètres d'altitude ou jusqu'à 1900 mètres, on a un projet de méliponiculture, donc les abeilles standards. Et ça, ce sont des abeilles avec des groupes de femmes. Hein, vous savez, mais ça, on pourra peut-être faire ça, cet exercice-là, une autre fois, si ça intéresse les personnes, voilà. Mais donc là, ce sont pas des abeilles endémiques ou natives, ce sont les abeilles Apis mellifera, et effectivement dans un objectif de production, mais surtout aussi de pollinisation, hein, parce qu'elles jouent le même rôle en fait. Elles sont pas natives, mais elles jouent le rôle qu'elles doivent jouer dans la nature. Merci, c'est bon, j'ai ma réponse. Merci. Bon, y a-t-il, excusez-moi, on a des échos. Y a-t-il une dernière question? Alors, nous avons, en attendant qu'il y ait une dernière question qui se profile, on a 2 messages de félicitations, Antoine, que tu pourras traduire peut-être tout à l'heure, ultérieurement, pour El Chalhuar. On en a, si je ne me trompe pas dans l'espagnol, c'est que des félicitations par rapport au projet et à l'action d'El Chalhuar. Il y a une félicitation donc de Reda et de Daniela. Alors, dernière possibilité pour vous, est-ce qu'il y a une dernière question? Alors, s'il n'y en a pas, on va clôturer l'événement en vous remerciant tous pour la participation. J'ai une